Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Cochon. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Ce que tu vas dire peu sera retenu contre toi en cours, puis en tabarnak à part de circuler! Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Gordon Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en rôle, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 71 du Bras de fer des films, le podcast où les classiques affrontent les nanars. Ce soir, on parle de films québécois, on parle de films de relations mère-fille. Et c'est qui ça, on? Ben c'est moi, Jean-François Tremblay, et en ma compagnie, mon fidèle acolyte, Steven Lefrançois, ou on peut l'appeler peut-être aussi Cœur de Papa. Merci, monseigneur. Ou Maudit Mongol. Ouais. Je pense que je préfère Cœur de Papa. D'accord. Et ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Très, très bien. Et ben pour compléter notre équipe, on a la même... En fait, on a la même invitée, on est la même équipe qu'on a faite avec notre dernier épisode, l'épisode Ghostbusters. J'ai à ma compagnie, à côté de moi, Caroline. Salut Caroline. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Et ben c'est ça, ce soir, en tout cas on est le soir, peu importe quand est-ce que vous l'écoutez, nous autres on est le soir, on parle de films québécois, c'est-à-dire deux films, un classique, puis l'autre, ben c'est pas vraiment un nanar, c'est pas reconnu comme ça, mais on va voir, on va en parler. Ben peut-être qu'on va contribuer à comment je dirais ça, à établir le statut de Cœur de maman. Fait que le premier, c'est Les bons débarras de Francis Mankiewicz de 1980. Et le deuxième film, c'est Cœur de maman de 1953, réalisé par René Delacroix. Je pense que c'est peut-être 54, je me suis trompé dans l'année. Dans mon cas, c'était la première fois que je les voyais tous les deux. Je pense que c'est la même chose pour toi, Steven. Oui, effectivement, JF. Et pour être honnête, je connaissais pas du tout Les bons débarras, malgré sa réputation incroyable. Mais il faut dire que dans le cinéma québécois, j'ai encore beaucoup de classiques à voir et à découvrir pour la première fois. Là. Ah, c'est la même chose pour moi. Puis avant de te poser la question, Caroline, si tu avais déjà vu, parce que je sais que tu avais déjà vu Les bons débarras. Mais ceux qui veulent voir les films sont disponibles tous les deux sur le site d'Éléphant. Si vous êtes abonné à Illico par le biais de Vidéotron, je pense que vous avez accès aux films gratuitement, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour tout le monde, ils sont disponibles sur iTunes, c'est là qu'on les a pris. C'est pas cher. Puis c'est le fun, ce que Éléphant font comme restauration de films québécois, ils contribuent beaucoup à faire redécouvrir des films comme ça, parce que Cœur de maman, c'était quelque chose qui était pas vraiment sorti des voûtes depuis quasiment 60 ans, là, fait que quand ils l'ont sorti. Mais on parlera de ça tantôt. Toi, t'avais déjà vu Bon débarras, hein? Oui, j'avais vu Les bons débarras, ça devait faire au moins 20 ans. Le genre de film que t'écoutes le soir tard à la TV quand t'as rien à faire à Canal D. Puis je me souvenais pas du tout de l'histoire, mais je me souvenais du ton, puis de l'ambiance, puis de Marie Tifo, puis de Charlotte Laurier, bien sûr, puis de tous les acteurs qu'on voit là-dedans. Ça faisait une drôle d'impression de le revoir, parce que j'ai fait « OK, c'est ça que ça raconte. » Mais... On reparlera dans quelques instants du film en tant que tel. Cœur de maman, tu l'avais jamais vu? Non, j'avais jamais vu Cœur de maman. Puis avant qu'on tombe là-dessus, un petit peu par hasard, en fouillant dans le répertoire d'Éléphant, j'en avais même jamais entendu parler. Ouais. Et quelle découverte. C'est qui entre vous deux qui a décidé de choisir Cœur de maman pour le fun? C'est en regardant la bande-annonce que Caroline a dit on pourrait faire un film sur les relations mère-fille puis prendre les bons débarras. OK. Parce que quand on a écouté la bande-annonce de Cœur de maman, on a fait My God! En tout cas,
On va revenir là-dessus tantôt, là, c'est sur nos impressions. En tout cas, tout ça pour se dire, Steven, si tes oreilles ont saigné à cause de l'orgue, je m'excuse. C'est de ma faute. C'est mon idée. J'en assume toute la responsabilité. Je ne parlerai pas sur la présence de mon avocat. Fait que là-dessus, on commence le match de bras de fer. Les Bons Débarras est un film de 1980, réalisé par Francis Mankiewicz et écrit par Régent Ducharme, mettant en vedette Charlotte Laurier, Marie Tifo et Germain Hood. C'est l'histoire, en gros, d'une petite famille. Marie Tifo est la mère qui vit donc avec sa fille, jouée par Charlotte Laurier, sa fille Manon, qui est une petite bosse, petite rebelle, si on veut. Elle a de la misère un peu avec... comment je dirais, c'est un peu elle qui run sa mère, dans le fond. C'est un peu elle qui... sa mère l'appelle la petite bosse, des fois, fait que elle est quasiment plus mature que tout le monde. La petite fille, elle fume du pot, elle fume la cigarette, des trucs comme ça. Puis, les deux femmes vivent avec Guy, qui est le frère de Marie Tifo, là-dedans, qui est joué par Germain Hood, qui est un petit retard mental et qui est une sorte de bête imprévisible qui nous intrigue tout le long du film. Ça, on en reparlera. Mais toutes les trois ensemble opèrent une sorte de petite compagnie cheap de bois de chauffage. Mais quand je dis cheap, c'est vraiment... Ils ont peinturé le nom de la compagnie sur le bord sur les côtés de leur camion, qui est vraiment cheap. Fait que ces trois-là doivent dealer ensemble dans leur vie au quotidien. Puis, c'est ça. La Marie Tifo va finir par tomber enceinte assez vite dans le film. Puis ça va créer des tensions avec elle et sa fille. Fait que je vais m'en tenir à ça comme un petit résumé, puis on va écouter un petit extrait du film et on revient tout de suite pour en discuter. Maman, je t'aime. Mon Dieu, tu dois être fatiguée. Tu me diras ça un autre après-midi, un après-midi que tu seras en forme puis de bonne humeur. Je riais pas de toi cet après-midi. Je riais avec Gaëtan. On avait fumé un joint puis ça me donnait le fou rire. Maman, je t'aime tout le temps. Même quand j'en ai pas l'air. Je te trouve fine, belle. Je t'aime assez, des fois je rêve qu'on fait naufrage. Qu'on se retrouve toutes les deux, toutes seules, comme sur une île déserte. Loin. T'aimerais pas ça? Arrête, ça va me faire pleurer. Oh, éteins ça. Moi aussi, j'ai un beau secret à te dire. Quoi? Je suis enceinte, je vais avoir un petit. Écœure-moi pas. Un petit quoi? Un petit Maurice, une petite police? Après tout, qu'est-ce que je viens de te dire? Ben, écœure-moi pas! Ah non! Écœure-moi pas! Fait que, qui voudrait commencer à jaser des bons débarras? Je sais pas trop par où commencer. Qu'est-ce que ça vous tente de dire là-dessus? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un classique? Ben, tu sais, c'est peut-être trop une grosse question au départ, là. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé, premièrement? C'est quoi vos premières impressions? Je sais pas, tu sais, dans le fond. Ben, je peux te donner mes impressions principales, si tu veux. Oui, ben oui. Et à Steven. Oui. Mais je dirais, ce que j'ai aimé, c'est le jeu des acteurs et le jeu des acteurs. Il y a personne qui est pas bon dans ce film-là. Je pense que tout le monde sait dans quelle sorte de film il joue. Tout le monde a le même ton, le même niveau de jeu. Malgré les sentiments vraiment violents que les gens éprouvent les uns pour les autres dans ce film-là, on y croit. Puis moi, je trouve que ça, c'est probablement sa principale force, là. C'est vraiment qu'il soit capable de nous vendre cette intensité d'émotion-là au sein d'une famille, puis de faire ça d'une manière aussi crédible, puis authentique, puis crue en même temps. Moi, c'est vraiment ce que je préfère du film, je pense. Puis tu sais, le film tient quasiment sur les épaules de Charlotte Laurier, quoique c'est un trio, là, puis même là, autour d'eux autres, il y a des très bons acteurs, mais c'est vraiment elle qui shine le plus dans le film. Marie Tifo était 40, là, mais Charlotte Laurier, elle avait 14 ans, 13 ans quand ils ont tourné le film. C'est malade. Là. Puis je trouve qu'elle même quasiment l'air plus jeune. Elle est tout petite, elle est vraiment tout petite. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Je pensais que son personnage joue vieux, elle joue la fille mature, adulte, quasiment,
elle flirte avec les adultes, des gars adultes, des trucs comme ça. Mais je la trouvais... Moi, je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Je pensais qu'elle avait 11-12 ans, mais finalement, elle avait 14 ans à peu près. Puis je l'avais vue, moi, surtout dans Le Party, puis dans d'autres affaires des années 90. Je l'avais pas vraiment vue avant ça. Puis je suis flabbergasté par son jeu. Là. C'est vraiment, vraiment écœurante. Là-dedans, il y a des expressions, des subtilités dans son jeu, des regards, des trucs comme ça, qui sont vraiment extraordinaires. Là. Tu sens tout ce qu'elle ressent. Là, des fois, elle n'a pas besoin de dire rien pendant tout, puis tu le ressens tout de suite. Là, puis, mais le jeu, la dynamique entre elle et Marie Tifo, c'est super. Oui. C'est ça, c'est même pas une dynamique, comme je disais tout à l'heure, le résumé, c'est mère-fille, c'est la fille devient le boss quasiment, puis c'est elle qui prend, c'est elle qui essaie de, la mère est irresponsable, pas irresponsable, mais elle est comme zen, elle est comme sur un nuage, elle est comme tout le long du film, il n'y a pas vraiment de problème, quand sa fille elle revient à pied de très loin de chez eux, puis tard la nuit, la mère est pas trop inquiète, elle sait que sa fille elle va se débrouiller pareil, elle sait que sa fille elle peut pas vraiment se mettre en danger tant que ça, tu sais. Elle a comme pas j'ai vraiment jamais peur pour sa fille. C'est une drôle de relation entre les deux. Oui, on peut revenir là-dessus, mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce que Steven en a pensé. C'est drôle, moi, le feeling que ça me donne, c'est quasiment les rôles inversés que Manon est la mère et Michel la fille. Manon s'inquiète plus de l'absence de Michel quand elle est partie avec son policier que quand Manon est partie puis que Michel attend à la maison. C'est vraiment drôle et sa performance est très très mature, son personnage l'est autant, elle est très intelligente, mais moi honnêtement Charlotte Laurier me jetait sur le cul. Pour ceux qui disent que les enfants en temps normal c'est correct, ça joue comme des enfants puis que souvent c'est pas des performances toujours au point. Fuck that, sérieux là, Charlotte Laurier, c'est vraiment un exemple même d'une vraie grande performance d'une jeune enfant, puis que c'est la preuve qu'une jeune peut jouer aussi bien puis de manière aussi grandiose qu'une actrice mature plus âgée qu'elle. Je veux dire, t'as Marie Tifo juste à côté qui est écœurante aussi dans le film, j'enlève absolument rien à elle, mais les deux quand ils sont ensemble, ils chaînent des deux côtés de la même façon, c'est incroyable. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est vraiment que j'ai beaucoup apprécié, honnêtement, Les Bons Débarras. C'est vraiment un excellent film, mais c'est un film que je trouve très touchant, très drôle et difficile parfois. C'est étrange par moments dans les dialogues qui sont très scriptés, mais quand même dit de manière tellement naturelle par les acteurs qui sont vraiment à l'aise avec ça. Par moments, tu vas rire avec les répliques de Manon qui n'a pas la langue dans sa poche puis qui est tout le temps en train de critiquer ou d'attaquer les autres. Puis un autre moment qui a fait ses déclarations d'amour envers sa mère, ça poigne au cœur, t'arrives à le ressentir, c'est vraiment incroyable. Et c'est ça la thématique du film que je trouve intéressante, c'est de voir à quel point Manon est obsédée par sa mère. Elle veut tout ce qu'elle désire dans la vie, c'est avoir sa mère pour elle seule. Elle veut son amour, puis elle veut personne autour. Fait que son but, c'est quasiment d'éliminer tout le monde alentour. Et parfois, elle va utiliser des tactiques vraiment louches et politiquement incorrectes qui sont vraiment discutables pour avoir sa mère à elle tout seule, jusqu'au point où la fin va nous amener à une finale vraiment que honnêtement, moi, j'ai pas vu venir, puis j'étais étonné de voir qu'elle irait à peu près jusque-là. Mais tu vas peut-être être d'accord avec moi, puis Caroline, toi tu l'as pas vu, mais il y a un petit côté bad seed dans ce film-là, dans la manière que Charlotte Laurier agit avec sa mère. Des fois, à un moment donné, il y a une scène vers la fin du film où elle caresse le visage de sa mère, puis j'étais comme c'est que ça fait comme la petite fille dans The Bad Seed, c'est pareil là, tu sais. Oui, sauf que Manon, je l'aperçois jamais comme une entité démoniaque ou quoi que ce soit. Tu sais, dans Bad Seed, c'est ça qui arrive. Je comprends la relation de ce que tu viens de dire. Mais tu sais, belle maman, t'es douce maman, je t'aime maman, tu sais, c'est un peu elle a un petit côté de même, là. Ouais. Je veux te coller, je veux te flatter, je veux te laver, je veux dormir avec toi, je veux te flatter les cheveux, puis, tu sais, elle est très colleuse, là. Moi, tout le long, là, j'avais un certain malaise, parce que j'étais comme, oui, c'est super cute, le jeu des actrices, la dynamique entre les deux personnages, c'est le fun, puis en même temps,
t'es tout le temps malaisé, en tout cas moi dans mon cas, parce qu'il y a quelque chose de sale dans tout ça, quelque chose de pas correct dans la manière que la petite agit. Il y a quelque chose, que ce soit quand elle agit avec, comme je disais tout à l'heure, les adultes comme Gilbert Sicotte, comme d'autres, tout autour des hommes, elle vraiment, elle flirte, puis elle joue une game avec eux autres. Puis la manière qu'elle agit avec sa mère, tout ça, c'est malsain selon moi. Là, elle manipule sa mère pour avoir toute son attention, oui. Mais je veux rebondir là-dessus parce que oui, on sent quelque chose de vraiment atypique, puis j'oserais même dire d'anormal dans cette relation mère-fille-là. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir, qui est intégré dans le scénario, c'est que tout le long de l'histoire, Manon lit Les Hauts de Hurlevent. Oui, ça, j'ai oublié de le dire. Qui est une histoire romantique, déchirante, dure, avec des personnages qui s'aiment pour mourir puis qui souffrent. Puis je pense qu'elle vit sa relation avec sa mère comme un amour romantique, viscéral, exclusif. C'est pas un amour filial ordinaire. Non. Elle, sa mère, c'est toute sa vie, puis c'est comme... Elle pose des gestes qui ont des conséquences dramatiques, mais on comprend qu'elle se tuerait quasiment pour elle. Ben, elle dit dans le camion, il y a un des dialogues les plus importants du film, quand ils roulent tous les deux en camion, elle dit, on pourrait avoir un accident, puis mourir, puis notre sang se mêlerait ensemble, puis ça ferait pousser une fleur dans le ciment, tu sais. C'est une fleur qui mourrait jamais, tu sais. C'est complètement fou, puis il me semble que c'est le genre de sujet puis de thématique qui se prêterait bien, mettons, à une exploitation dans le cinéma d'horreur ou quelque chose comme ça. Mais dans ce film-là, c'est fait dans une facture super réaliste, puis c'est complètement pas dans cette direction-là que ça va, puis c'est peut-être pour ça qu'on n'associe pas le personnage de Manon à une espèce d'entité démoniaque, mais je dirais complètement... Elle a quelque chose de détraqué, c'est un gros mot, là, mais quelque chose de... ouais, en tout cas, elle est un petit peu hors de la traque. Ça reste le... Elle pose des gestes qui sont vraiment, vraiment extrêmes puis qui font souffrir les gens. Non? Moi, ça m'a fait sentir sale quasiment tout le long. Tu vois ça, ce monde-là. Puis tu sais, t'as Gilbert Sicotte qui joue le genre de gars prétendant qui veut... Qui a déjà couché avec Marie Tifo, qui veut continuer à coucher avec elle. C'est une genre de relation... c'est des fuck friends, tu sais, un peu. Puis, mais il y a une façon d'agir qui est quand même une façon de violeur, puis de... Ben, c'est ça, c'est... À chaque fois que je voyais ces apparitions, moi, j'avais pas d'attachement pour ce personnage-là, parce que j'avais l'impression qu'il sortait du film The Last House on the Left de Wes Craven, là, tu sais, je suis comme... En pleine rue, devant tout le monde, il essaie de mettre sa main dans ses culottes, puis il est tout le temps après elle. Puis quand elle rentre au garage où Serge Thériault travaille, tu sais, puis lui, il est là, puis il commence à pognasser, puis à la coucher sur la machine à liqueur, puis tout, puis elle se défend, puis tout. C'est comme, voyons, mais c'est une tentative de viol. Ben, moi, j'étais certain que ça allait aboutir à ça. J'étais comme... Puis Serge Thériault qui est là, il rit, tu sais. Ah oui, c'est un univers rough, là. Oh, oui. Il y a personne qui vit ça facile dans ce petit village perdu dans les Laurentides, puis c'est comme c'est crade là, puis c'est rough, puis il y a pas de personnage masculin ben sympathique là-dedans. Ben non, le plus sympathique, c'est le Tiggy. Policier à la limite. Ouais. Non, mais Guy, moi, je le trouve pas sympathique, je le trouve vraiment inquiétant. Ben, tu sais, tu dis, Steven, que tu savais pas où ça s'en allait, puis je savais pas non plus, mais j'avais des théories dans ma tête. Puis je veux pas spoiler. Je sais pas si on devrait... est-ce qu'on fait une petite section spoiler à la fin? Ben, on spoil le film. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Spectateurs, envoyez-nous ça en pensée tout de suite, là, ceux qui nous écoutent. Là. Le film, honnêtement, moi, d'habitude, un podcast, je l'écoute pas avant d'avoir vu le film. Fait que si vous avez pas vu les bons débarras, allez l'écouter puis revenez écouter le podcast. Je trouve que c'est mieux de faire ça que de... Le film, il y a quand même 35 ans. Mais ça, c'est un argument que Steven n'aime pas. Ouais, mais c'est pas grave. Dans ce cas-ci, comme je dis, au pire des pires, les gens vont arrêter le podcast puis vont aller écouter le film avant. Ouais. En tout cas... ça vaut la peine de le découvrir. Mais moi, j'ai dit à Caroline, à un moment donné, je me suis viré dans le film, j'ai dit, ce gars-là, là, c'est une bombe à retardement, puis je pense pas qu'il va se rendre à la fin du film. La manière qu'il agit, puis je le comprends pas tout le long du film. J'ai vu d'autres personnages dans ma vie comme ça dans d'autres films, puis c'est un des plus imprévisibles, puis un des plus fascinants en même temps. Le gars, il me fascine. La manière qu'il est tout le temps en colère, qu'il est tout le temps... il a tout le temps envie de boire, j'ai pas envie de rien faire d'autre que de boire puis de se saouler la gueule, puis il a l'air de souffrir en dedans, de souffrir incroyablement, puis on sait pas vraiment pourquoi. Ben, il se sent pas aimé. Ben, il se sent pas aimé, c'est ça, mais tu sais...
Ouais, ça doit être juste ça, dans le fond. Puis tu sais, quand il pose le geste fatal à la fin, ce qu'il s'imagine, puis le désir qu'il exprime à ce moment-là, ben, c'est que la belle Madame Villot-Vachon va vers lui en souriant. Oui, c'est son paradis à lui. C'est ça. Puis tu sais, on disait que Manon, Charlotte Laurier, c'est elle qui a été l'instigatrice de ça, de ce qui est arrivé à la fin, que tu disais, Steven, que tu pensais pas qu'elle irait jusque-là, mais en même temps, c'est aussi son geste à lui, parce que tu le vois réfléchir dans le truck, même si sa réflexion est probablement limitée, parce qu'il Oui, mais avant qu'elle arrive, ouais. Il est dans le truck, il réfléchit, pis tout ça, mais elle s'en vient le voir, puis elle dit t'es pas parti ou quelque chose comme ça, puis lui il répond j'ai pas l'intention de partir. Fait il y avait pas dans l'optique d'aller faire ça. Même dans le haut de la falaise avant de se lancer, il avait l'air de réfléchir, il me semble. J'ai plus l'impression qu'il se remémore justement la scène avec la madame qui aurait voulu, parce que au moment que tu vois qu'il pense à cette scène-là, à un moment donné, t'entends les tailleurs qui commencent à crisper parce qu'il appuie sur l'accélérateur, mais c'est au même moment que dans ses pensées, tu le vois lui qui se dirige vers la madame. T'sais, c'est tout coordonné pour que ça fasse le même moment lorsque lui se dirige, la camionnette se dirige. Fait que dans le fond, il est en train d'atteindre son but. Mais moi, j'ai vraiment juste le feeling que c'est vraiment elle qui l'a poussé, que psychologiquement, il était déjà comme très bas, puis qu'elle est comme venue rajouter de la goutte qui manquait. C'était le cas dans le film quasiment, parce qu'il était tout le temps sur le bord de la mort, je trouvais. Il était tout le temps chaud, en train de... c'est le genre de personnage que tu peux te douter un peu qu'il survivra pas au film. C'est sûr, il est tout le temps sous mort. C'est comme, puis il est tout le temps maltraité par tout le monde. Personne ne veut rien savoir de lui. Il y a juste son ami qu'on connaît plus ou moins qui traîne tout le temps avec. Ouais, Jean-Pierre Bergeron. Un jeune Jean-Pierre Bergeron que j'avais jamais vraiment vu jeune, mince, avec des cheveux longs, ça fait bizarre. Qui ressemble à un Francis Reddy un peu. C'est parce qu'on est rempli de personnages qui sont démolis, mais par moment, on n'est pas trop certain de qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, même la mère, Marie Tifo, Michel, je suis pas encore certain exactement de qu'est-ce qu'elle recherchait. Tu sais, contrairement, mettons, à Manon, je sais vraiment qu'est-ce que son personnage voulait. Je pouvais le comprendre, même si son côté obsessionnel est dérangé, comme vous dites. Mais Michel, Guy, à la limite, avec qu'est-ce que Caroline vient de dire, je peux déjà me faire une idée, mais même le personnage du garagiste, je suis pas trop certain. Il y a vraiment quelque chose. C'est des personnages un peu perdus que j'essaie de les comprendre, mais c'est difficile en même temps. Puis j'ai pas l'impression que c'est supposé non plus être facile à savoir. Marie Tifo, selon moi, son personnage vit sur une autre planète que les autres là, dans sa tête. Là. Elle voit les choses de manière zen, je pense, de manière plus positive un peu. Essayer de se faire croire que les choses vont relativement bien, là, tandis que tout le monde voit du malheur autour d'elle. Là. Ben, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est difficile à comprendre. Ouais. Parce que, tu sais, d'une certaine manière, elle a l'air naïve puis irresponsable, puis elle a pas l'air de s'inquiéter pour sa fille, mais de temps en temps, il y a des scènes où est-ce que elle va avoir des réactions vraiment intenses à ce qui se passe autour d'elle, puis faire comme, OK, non, là, wow, ça va faire. Pourquoi tu me fais ça? Ça, j'accepte pas ça. Tu vas manger une claque. Mais elle résiste à l'idée d'exploser tout le long du film, jusqu'au moment où elle explose sur le bord du char à un moment donné, puis... mais elle veut pas, elle veut juste pas. Elle veut vivre ça heureux, elle veut être heureuse avec sa grossesse, puis tout, puis elle veut... tu vois qu'elle veut pas n'avoir de problème, elle les cherche pas les problèmes, tu sais. Mais en même temps, elle est rough avec les gens, tu sais, je veux dire, quand elle est prise en forêt, quand elle va chercher du bois avec Tiggy, puis que la vanne est prise, puis que là, il faut qu'ils poussent ensemble. Mais il fait rien, puis... elle a raison d'être bête avec lui. Elle a raison d'être bête avec lui, mais tu sais, c'est elle qui explique toujours à tout le monde que Guy est comme un enfant. Je veux dire, il y a eu un problème de santé à naissance, puis son développement, il est mais pas... en même temps, c'est... oui, je comprends, mais sur ce coup-là, cette scène-là, moi, il me tapait ses nerfs parce que c'était comme, mais arrête pas de te le répéter, là. Tu sais, pousse, ben fais ci, fais ça, puis il fait rien, puis il a vraiment une grosse tête dure, ce personnage-là. Tu sais, lui, là, fait que... Ouais, mais déjà à bout de nerfs aussi, en quelque sorte, parce qu'elle s'occupe de lui depuis, je sais pas combien de temps, là, mais depuis vraiment longtemps. Puis c'est un personnage qui veut beaucoup se donner aux autres sans réellement penser à elle-même. Puis... Tu sais, t'as le personnage avec qui elle sort, le policier, qui essaie d'y faire la morale, tu sais, d'y montrer
qu'elle devrait penser à elle, penser à sa vie, puis être heureuse, puis de pas juste tout le temps figer sur Guy, figer sur Manon, ces choses-là. Mais même là, elle semble s'en foutre, puis même lui, elle semble même pas avoir une certaine attirance vraiment vers lui, elle s'en fout un peu. Tu sais, un coup qu'elle a couché avec, c'est comme, mets tes culottes, ah ouais, viens-t'en, on s'en va. On dirait que c'est un peu le moins pire en ville, tu sais. Ouais. Ouais, c'est le moins pire. Mais je suis pas prête à dire qu'elle veut juste se dévouer aux autres, par exemple. Parce qu'il y a des moments où est-ce que elle va plaquer Manon avec Guy pour aller passer sa soirée avec son Maurice. Puis, ouais. Tu sais, je veux dire, elle laisse quand même sa fille de 12 ans toute seule à la maison avec son mononcle qui boit sa 24 dans la journée. Je veux dire, je pense pas que quand elle pose des gestes comme ça, elle dépeinte comme une mère dévouée. Tu sais, il y a des moments où est-ce qu'elle s'occupe des gens puis elle s'occupe des autres, mais d'un autre côté, c'est comme quand elle annonce sa grossesse à Maurice, c'est comme... Puis lui, tu sais, il essaye de comprendre c'est quoi son rôle là-dedans, puis elle dit comme, ben, regarde, t'as pas vraiment de rôle là-dedans, c'est mon corps, c'est mon enfant, tu sais, elle fait des choses pour elle-même, là. Mais c'est le genre de personnage qui a peut-être pas eu d'enfance, parce que peut-être qu'il a fallu qu'elle s'occupe très jeune de son frère, puis qu'elle soit elle-même l'adulte dans la maison. Peut-être bien que ses parents sont morts, on sait pas trop, là, tu sais. Mais la maison qu'elle habite, c'est la maison où elle a grandi. C'est ce qu'elle a dit que c'est tout ce que ses parents y ont laissé, puis elle n'a même pas fini de payer. Ça fait qu'on s'imagine que c'était pas une famille. Tu regardes la maison, puis on peut faire un lien avec Cœur de maman un petit peu. La maison, tu sais, de la vieille madame de Cœur de maman, c'est comme si... Ça me fait penser la maison des bons débarras, que c'est comme si que la vieille madame de Cœur de maman était morte, là, au milieu des années 50, mettons, puis que là, la famille de Marie Tifo, mettons, va repris à la maison, puis ils l'ont pas vraiment décoré, ils ont rien changé, parce que la vieille table de cuisine, c'est une table des années 50, le plancher, il est carotté comme des années 50, tu sais, tout a l'air encore de la vieille décoration de 20 ans, là, pour eux autres, des années 70. Je pense même pas qu'on appelle ça de la décoration rendue là. Non, c'est juste des vieux meubles, puis tout a l'air sale dans cette maison-là, tu vois qu'ils s'en occupent pas vraiment, puis... Ben, à part Charlotte Laurier qui demande à sa mère si elle a nettoyé le chose autour du bain, là, sa trace de bain, puis tout, puis tu vois que Charlotte Laurier s'occupe un peu plus du ménage, un peu, puis elle fait la vaisselle, là. Mais non, sinon, on peut pas dire que le personnage de Michel, c'est... une mère puis une ménagère typique. Elle fait du bois de poêle. Elle n'a pas de relation stable avec des hommes. Elle n'est pas super romantique avec les hommes. Ça. Comme on disait depuis le début, c'est un peu l'enfant de la relation entre elle et sa fille. Puis, parce que peut-être que là, rendue à cet âge-là, elle veut redevenir un peu... Elle veut vivre un peu sa jeunesse. Elle veut... Ben, c'est comme quand elle reproche à sa fille de la bouder puis qu'au téléphone, c'est comme tu boudes, tu veux pas discuter avec moi au lieu de bouder. Mais à un moment donné, quand elle va essayer de dire la nouvelle qu'elle est enceinte, qu'elle va avoir un autre enfant, c'est sa fille qui pète une coche, tout ça. Mais c'est elle de son côté qui va commencer à bouder puis elle va l'ignorer puis continuer à faire ses choses de son côté. Fait que c'est difficile, c'est difficile à cerner. C'est vraiment un personnage. C'est un personnage complexe. C'est deux personnages complexes. D'ailleurs, c'est deux personnages complexes que beaucoup à analyser et à essayer de comprendre. Ouais. Puis, je pense pas qu'on va arriver un jour ou l'autre à saisir complètement ces deux personnages-là. Non. Mais c'est le fun à essayer d'y penser puis à vouloir justement peut-être revoir à plusieurs reprises le film puis à cerner peut-être des petits détails qu'on n'a pas forcément porté attention. Je pense qu'il n'y a pas une seule scène de trop dans ce film-là, ni un seul dialogue de trop, ni aucune conversation, parce que, tu sais, je me suis rendu compte tout au long du film que chaque fois que je pensais à un personnage puis à une de leurs caractéristiques, il y avait une scène avant dans le film qui m'avait permis de comprendre. Tu sais, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est elle qui lave la vaisselle, c'est qui demande à sa mère de laver le bain, puis tout ça, c'est nécessaire pour comprendre c'est qui ce personnage-là de Charlotte Laurier, tu sais, c'est qui, tu sais, toutes les scènes sont nécessaires pour comprendre c'est qui le personnage de Marie Tifo. Il n'y a pas de dialogue de trop, c'est tellement bien écrit là, par Régent Ducharme, c'est malade, là, tu sais, tout le scénario, tout ça, là, tu sais, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de... Non, c'est juste bien, c'est juste parfait. À 1h54, 1h55, le film, c'est parfait, la durée, puis toute la construction de ce récit-là, c'est... Ah oui, moi, je trouve que la construction est vraiment le fun, puis, tu sais, au début, quand tu penses à la fin, tu fais, OK, ça finit de même. Puis tu repenses, tu fais comme, oui, OK, c'est logique que ça finisse comme ça. Parce que Manon dit à sa mère, j'ai fini. Oui. Puis c'est vrai qu'elle a fini. Elle a tassé tout le monde qui l'énerve autour de sa mère. Ben oui. Elle a tassé le policier, elle a tassé son frère, son mononcle, je dirais. Ça se termine qu'elle est couchée avec sa mère puis qu'elle l'a pour elle tout seul. C'est ça. C'est ça qu'elle veut depuis le début. Puis elle a fini son roman. Elle a fini son roman.
Et que... La seule chose qui me gossait, je te l'ai dit tantôt quand on a fini le film, c'est le policier. Moi personnellement, j'aurais préféré, j'aurais pensé que le policier, le lendemain, après s'être fait tasser au party de hot dog, au party de fête, qu'il serait revenu ou au moins qu'il aurait appelé pour demander qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il s'est pas fait dire pourquoi il s'est fait chasser, là. Ben c'est ça, je trouvais ça dommage, dans un sens, pas forcément parce que j'aimais beaucoup ce personnage-là, mais je trouvais ça dommage de pas voir qu'est-ce qui arrive par la suite puis qu'il fasse juste disparaître. C'est une grosse accusation là, qu'elle lance Charlotte Laurier, Manon, tu sais. Puis il semble s'intéresser beaucoup, pareil, à Michel, là, je veux dire, au point qu'il a acheté une bicyclette. C'est sûr que ça l'intéresse, là. Non, mais c'est ça, je veux dire, dans le sens que... Ah, la petite, ok, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, il achète une bicyclette puis tout, fait qu'il... Logiquement, il devrait être encore plus... vouloir être plus présent puis essayer de comprendre ce qui est arrivé. Je pense qu'il se voit comme un genre de pourvoyeur. Ou il voudrait être ça pour la famille, tu sais. Il voudrait être un peu le père de famille, tu sais. Il essaye de, je pense... Il essaye trop. Avec la bicyclette, comme par exemple. Ouais, ah oui, il a vraiment l'air content au centre d'achat, là. Ouais. il en fait beaucoup, puis ça passe pas. Mais il y a une question aussi qui reste irrésolue, tu sais. Je veux dire, ça a l'air d'être pas mal évident que Manon a menti sur les présumés attouchements, mais on le présume par la manière dont Manon en parle à sa mère. Tu sais, il y a l'homme qui sourit quand elle s'agalie, puis qu'elle voit sa mère qui pogne les nerfs contre Maurice. Mais le moment où ça c'est supposé s'être passé, c'est quand Manon fait une ride de char avec Maurice, puis qu'elle est dans sa petite robe, puis que Maurice il dit qu'elle est cute. Puis elle dit « Ah, je fais de l'annonce ». Puis après ça, comme on sait plus qu'est-ce qui se passe dans la voiture. Non, c'est ça, il y a un doute. Tu sais, on peut toujours se dire, peut-être que Maurice, il demande rien parce que des fois, c'est un mononcle qui a les mains longues. Ah, peut-être. Comme il y en a énormément. Même, peut-être. Il a peut-être rien fait de grave, mais il a peut-être fait quelque chose que... Ouais, tu sais, peut-être que c'est un vieux cochon. Un peu comme les propos du garagiste, par moment, avec la petite fille, les conversations qu'il y a avec Manon, des fois, je trouve ça... la première conversation qu'on a en char, à un moment donné, il fait des beaux yeux, puis tout, puis elle est vraiment agace avec lui, je trouve. Là. Mais lui, il est vraiment bizarre, tu sais, il se colle à elle tout le temps, c'est comme, lâche, là, c'est une fille de 14 ans, tu sais, à un moment donné... Puis il est tout le temps après la mère, tout le temps après la fille, c'est comme, qu'est-ce que tu veux, man? Creepy! Il est juste horny tout le temps. Là, mais d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir des personnages comme ça. T'sais, c'est un film de 1980. Ça a dû être super novateur à l'époque quand c'est sorti. Puis, oui, on peut être mal à l'aise à l'évocation de la sexualité d'une fille de 12 ans, mais d'un autre côté, regarde, pour les filles de 12 ans, la sexualité, ça fait partie de leur pensée. Puis, ça existe, oui. Je veux dire, pas que c'est correct que les hommes s'intéressent à ce que les filles de 12 ans pensent de la sexualité puis leur fassent des avances ou répondent à leur taquinerie, mais dans la tête d'une fille de 12 ans, là, le moment où est-ce que, hey, peut-être que tu vas faire l'amour bientôt, c'est quelque chose auquel les filles pensent à cet âge-là. Oui. Ça fait que je trouve qu'il y a comme je l'ai dit au début, moi, ce que j'aime de cette histoire-là, puis du jeu des comédiens, c'est l'aspect vraiment cru. J'ai pas vraiment d'autres mots, mais ça... Puis tu sais... C'est pas... Il y a pas d'embellissement, il y a pas de... Il y a pas de voile discret par-dessus des réalités peut-être un peu choquantes, tu sais, c'est ça, c'est pas beau. C'est vraiment une famille au milieu de la campagne qui ont rien eu de facile, puis que on est entouré de personnages, justement, qui sont loin de qu'est-ce qu'on pouvait voir, j'imagine, à l'époque, dans le cinéma québécois. Peut-être, là, je dis ça, puis comme je disais, je suis pas le plus grand expert en cinéma québécois, mais... non plus de cinéma... Mais, tu sais, peut-être que dans ces années-là, en plus, la plupart des films étaient montrés de façon jolie, des acteurs tout le temps bien habillés, bien coiffés, avec du beau langage. T'sais, est-ce que celui-là apportait une vision un peu différente et, comme dit Caroline, vraiment plus crue que qu'est-ce qu'on était habitué à l'époque de voir, là? Ben, je pense qu'il y en avait quand même des films plus crus des années 70. Moi, j'ai la vision d'un cinéma québécois des années 70 qui était très porté sur le sexe, sur les jokes sexuels, des trucs comme ça. Tu avais tout le temps du monde tout nu dans les films, là. C'est un peu l'image que j'ai tout le temps eu du cinéma québécois. Tu sais, le cinéma de Denis Arcand, voyons, celui qui est mort, Chloé Sainte-Marie, là, voyons... Gilles Carle. Gilles Carle, tous ces gens-là, tu sais. Des années 60, c'était peut-être encore plus propre. Là
sais, ça faisait quand même 15 ans qu'au théâtre, on parlait en joual, puis dans les films, ça faisait une quinzaine d'années ou vingtaine d'années aussi qu'on parlait plus en joual. Mais tu sais, on est quand même... J'y pensais durant le film, j'étais comme... Ça faisait à peine 25 ans qu'il avait fait genre Cœur de maman quand Les Bons Débarras est sorti. C'est deux mondes différents. C'est le type de cinéma qui se faisait en 53 puis le type de cinéma qui se faisait en 80, là, c'est deux mondes différents. C'est incroyable. C'est à des années-lumière. Mais tu sais, ce que tu dis sur le genre de cinéma qui se faisait dans les années 60, 70, oui, c'est vrai, c'est qu'on voyait de la nudité à l'écran puis du joual, mais ce que je trouve qui est le fun avec Les Bons Débarras, c'est que c'est pas de la nudité qui est faite, mettons, avec humour ou avec légèreté. Puis c'est pas vraiment gratuit non plus. Ah, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a très peu, puis il n'y a pas... c'est pas de la nudité d'exploitation ou de divertissement ou quoi que ce soit. T'sais. Non, vraiment pas. Les moments où ça se passe, c'est que, je veux dire, c'est pertinent que Michel soit nu dans son bain, puis qu'elle ait besoin de se rhabiller quand elle a fini sa relation sexuelle avec Maurice. Là. C'est pas pire que ça, là. Tandis que, tu sais, il y a beaucoup de films, ce que j'appelle grossièrement des films de tonton, là. Ouais. C'est de la connerie. Ah, il y en a eu beaucoup. Mais je voulais revenir tantôt, on parlait du personnage de Manon. La seule chose qui manque, en fait, parce qu'elle, c'est une adulte dans un corps d'enfant, tu sais. Tu disais, pour une enfant de cet âge-là, la sexualité existe. C'est juste ça qui manque, en fait, c'est l'acte sexuel dans sa vie pour être vraiment une adulte, parce qu'elle a tout, sinon, tu sais, elle a les pensées d'un adulte, le comportement, le raisonnement d'un adulte, elle a, comme je disais, la cigarette, le pot, tout ça, tu sais. Elle va pas à l'école. Elle va pas à l'école, elle haït ça, tu sais, puis elle travaille avec sa mère et son oncle, tu sais, fait que c'est vraiment juste ça qui me manque à elle, puis elle a dit à un moment donné à Gilbert Scott, elle a dit, attends quelques années, je vais te repayer, tu sais, ce que tu m'offres, puis tout, tu sais. Tu comprends tout de suite que c'est sexuel, ce qu'elle fait, là, comme invitation, là, comme, tu sais. Ce sera pas bien long parce qu'elle a 14 ans ou 13-14 ans, tu sais, fait que quelques années, là, ça sera pas bien long. Surtout dans un petit village comme ça, tu sais, dès qu'elle va avoir pogné 16-17 ans, là, c'est... Gilbert Scott, il attend juste ça, là, tu sais. Oui. Il n'est pas l'acteur, là, le personnage. Oui. On va l'appeler Gaétan. C'était drôle parce que moi, je l'ai surtout connu comme Jean-Paul Bello à la fin des années 80 dans la série, comment ça s'appelait? Les Dames de cœur. Les Dames de cœur, tu sais. Ils l'ont beaucoup parodié dans RBO. Puis c'est à peine 7-8 ans plus tard que ça. Puis dans Les Bons Débarras, il a l'air tout jeune, les cheveux longs, puis tout maigre. Puis quand je le voyais, moi, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, puis je voyais Jean-Paul Bello à la fin des années 80, j'étais comme, c'est un vieux, ça, on dirait, dans ma tête, il devait être dans la quarantaine, ou quelque chose de genre, puis finalement, je me rends compte qu'il y a juste 7-8 ans qui séparent ça, séparent ces deux rôles-là, puis c'est deux opposés, à part qu'ils sont cruisers tous les deux. Puis tu sais, Germain Hood, c'est un de mes acteurs préférés au Québec. Ça date pas d'hier, là, depuis l'Assassin jouait du trombone, même depuis Les Filles de Caleb, c'est lui qui faisait Caleb. Le bon Caleb, le sympathique Caleb, il faisait le sympathique père dans l'Assassin jouait du trombone, il faisait le sympathique père de P.A. dans Les Invincibles. C'est le sympathique Germain Hood que là, je vois jouer ce personnage-là de Guy, je suis comme, la gueule à terre, la mâchoire, il l'a tellement bien, c'est incroyable, tu sais, toute la complexité de son regard, le côté perdu, le côté colérique, le côté fou de son regard, ou arriéré, je devrais dire, triste. mental, ou triste. C'est malade, tu sais, il est tellement bon acteur, là, tu sais, j'ai une nouvelle appréciation de ce gars-là, puis c'est ça, je l'ai toujours admiré toute ma vie, mais là, je l'admire encore plus, là, j'adore Germain Hood. J'ai fini par avoir beaucoup de tristesse pour ce personnage-là. J'étais pas certain au début, j'avais beaucoup de colère par moment, à cause de tout ce que Michel endure, mais à force de passer plusieurs moments avec Guy, j'ai fini vraiment par éprouver de la tristesse puis de la pitié, surtout à partir de quand qui, par colère, il va laisser la petite Manon descendre la camionnette, c'est comme, OK, gars, sort, puis il continue tout ça, puis il revient à la maison, puis après ça, plus tard, tu le vois qu'il est en train de pleurer, puis je crois vraiment, tu sais, qu'il s'inquiète sûrement de Manon, le fait de l'avoir laissé sur le bord de la route, ces choses-là, puis tu vois que c'est un personnage qui a quand même qui a des sentiments, qui a beaucoup de conscience. C'est pas juste un retardé qui fait juste boire puis qui se crisse de tout. C'est vraiment un personnage qui est démoli il est démoli de l'intérieur, puis j'ai quasiment envie de l'aider. Puis je comprends pourquoi Michel veut juste pas s'en débarrasser comme d'autres auraient fait, le foutre dans un centre, que peu importe. Elle veut vraiment l'aider puis être là pour lui. Et puis dans ses bons jours, il peut être fonctionnel. Il travaille et tout. Fait que elle le sait,
c'est pas une mauvaise personne, puis qui est travaillant, puis tout, tu sais. Non, puis moi, la scène où est-ce qu'il m'a touché, c'est niaiseux, parce que c'est une scène qui est un peu aussi rigolote. Tu sais, il est avec son copain Fernand, qui est interprété par Jean-Pierre Bergeron, puis ils marchent sur le bord du chemin avec chacun d'eux leur caisse de Molson. Puis là, ils sont assis sur leur caisse. Puis là, Fernand dit, bon, on va y aller, tu sais. Puis il fait 5 pas. Puis là, t'es généreuse, là. Je pense qu'il en fait 2. Tiggy rouvre sa caisse de bière, ça prend une autre bière, la débouche, puis il se rassoit sur la caisse. C'est comme... Il va plus à nulle part, il n'y a plus de motivation. Lui, il y a rien. Il y a sa bière, c'est tout. C'est la seule motivation qu'il y a. À un moment donné, justement, son ami sort du dépanneur avec la grosse caisse de bière, puis c'est comme, on n'aura pas assez, hein. Fait que là, l'autre, il donne la caisse de bière, il rentre en dedans, puis il l'attend, puis il se trouve déjà une bière. Puis il a besoin de ça, littéralement, à chaque fois pour justement s'évader de qu'est-ce qui est en train de le ronger. Son manque d'amour, comme dit Caroline, là, c'est vraiment ça qui lui manque. Là. Il y a personne qui en donne. Manon puis Michel sont tout le temps sur son dos. Puis Manon, à un moment donné, elle est carrément très, très méchante avec lui. Là. Elle l'haït. Elle l'haït à mort, puis c'est fou. Sa vie devient un cercle vicieux à un moment donné, parce que c'est ça, il fait juste boire puis vomir à la fin de la journée, puis être malade. Tout le monde est en crise après lui parce qu'il est tout le temps sous. Puis dormir tout croche sur son lit. C'est vraiment triste, parce qu'à un moment donné, le personnage a vraiment le cran de s'arranger, de se mettre son 36 pour aller voir la dame sur laquelle il est en amour, tu sais. Puis elle rejette, puis je pense que c'est vraiment comme le coup fatal qui est venu littéralement lui faire de quoi. Puis même là, c'était je disais tout à l'heure que j'avais de la tristesse lorsqu'il pleurait, mais j'y repense, c'était vraiment, je pense, cette scène-là, quand il se fait rejeter, que ça m'a fait le plus de quoi, puis je trouvais ça vraiment triste pour le personnage. Puis... C'est ça, non seulement le monde, il donne pas d'amour, mais ils ont peur de lui. Oui. Ou il rit de lui. Puis tu sais... Pourtant, il fait rien. Je veux dire, il a rien fait de violent à personne, il a rien dit de méchant. C'est vraiment un personnage tellement renfermé qu'il se laisse aller. Là. C'est un gars qui a un retard mental, puis à cette époque-là, ou dans des petits villages comme ça, tu sais, c'est mal vu, je m'en doute. C'est le mouton noir de la famille, tu sais. Et tu parles de cette scène-là où il se fait rejeter, tu sais, quand il va voir la madame puis il est toute bien habillée. Je pense que c'est important aussi de souligner qu'à la fin du film, quand il arrive son accident, son genre de suicide, ben c'est cette scène-là dont dans sa tête, il réécrit la fin. Ouais. Il ressort de derrière le parapet, derrière le petit mur, là, puis il ressort de là, puis là, tout à coup, elle l'accueille. Puis lui aussi est différent dans sa réinterprétation de la scène. Oui. Parce qu'elle lui sourit, mais lui, il n'a pas la même expression non plus du tout. Il a l'air de quelqu'un d'heureux, de pas intoxiqué par l'alcool. Il a l'air plus intelligent dans cette scène-là. Oui. Je veux dire, il s'imagine comme quelqu'un de différent de ce qu'il est. On voit dans ce fantasme-là que oui, ça exprime son manque d'amour, mais ça exprime aussi son manque d'amour pour lui-même, parce qu'il voudrait être quelqu'un d'autre. Ouais, dans sa tête, il sait peut-être qu'il pourrait être... C'est juste qu'il manque les capacités physiques ou mentales, mais peut-être que lui, il aime s'imaginer justement être normal, normal entre guillemets. Là. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était... Tu sais, j'ai utilisé le terme sympathique. J'ai de la sympathie pour lui parce que il est... Tu sais, oui, il s'aide pas en buvant autant, mais d'un autre côté, il est victime de toutes sortes d'attitudes super poches autour de lui, puis il a pas l'air d'avoir fait de grand mal à grand monde, tu sais. Ça fait que c'est... Est-ce que Michel puis Manon... Ben, je vais pas nommer Manon vu qu'elle l'aille vraiment, mais est-ce que Michel a déjà tenté une seule fois de le convaincre d'arrêter de boire ou de l'aider ou d'arrêter? Tu sais, elle fait jamais rien. Elle laisse voler son argent. Elle laisse partir avec son truc pour aller s'acheter de l'alcool. Quand il revient, elle pète même pas une coche, rien. Puis il a volé tout l'argent auquel elle travaille fort. Elle a coupé du bois elle-même parce qu'il l'aide pas vraiment à faire les livraisons. Toutes ces choses-là. Puis à aucun moment, elle l'engueule une seule fois. Mais c'est pas vraiment un personnage qui a une capacité ou une habileté à exercer de l'autorité, Michel. T'sais, elle a pas d'autorité sur son frère. Elle n'a pas d'autorité sur sa fille. T'sais, de temps en temps, elle pète une coche, elle sacre une claque, mais sa fille ne va pas à l'école. Elle donne-tu une claque? J'ai pas vu de donner une claque dans le film, je pense. Non. En tout cas, elle menace de le faire. Elle menace de le faire, mais je pense qu'elle l'a pas fait. Mais tu sais, c'est ça. Elle menace, elle chiale, mais au bout du compte, son frère et sa fille finissent par faire un peu ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais. Ça, je disais, dans un autre monde, elle, dans sa tête, parce que là, elle vit une grossesse, puis je pense que ça la rend heureuse, ça la rend plus zen que
à la normale, tu sais. Ça aurait été le fun aussi de la voir peut-être un petit peu avant le début de l'histoire, tu sais. Mais même avant la grossesse, elle agissait un peu de la même façon. J'ai pas l'impression que la grossesse la change tant que ça. Elle était pas moins dans son monde avant, parce que la grossesse arrive quand même plus tard dans le film. Puis je trouvais qu'elle avait quand même déjà cette attitude-là de laisser les autres faire ce qu'ils veulent dès le départ. Puis je trouve aussi que, tu sais, c'est un élément, la grossesse, qui arrive tôt dans le film. Je veux dire, il se passe pas plus que quelques jours dans cette histoire-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est pas assez long pour que ça change la dynamique. Tu sais, la dynamique est déjà installée au début. Fait que, tu sais, c'est une relation qui s'est construite comme ça. Mais c'est juste qu'elle est heureuse de ça. Quand elle va parler avec sa fille sur le pont, tu sais, elle est heureuse de ça. Puis sa fille, elle capote. Puis non, ça peut pas arriver. Mais elle la manière qu'elle l'annonce, tu sais, puis elle est toute. Tu vois que dans son jeu, Marie Tifo est comme plus zen, je trouve, en tout cas, que les autres personnages. Elle est juste contente d'être enceinte, tu sais. Puis, je sais pas. C'est mon impression. Je l'ai mentionné, côté visuel, le film, tu sais, c'est pas le plus beau film au monde côté visuel, mais il arrive avec ses images à nous transmettre le côté crade du film, le côté poisseux, sale et déprimant de ça. La direction photo, c'est Michel Brault, c'est le réalisateur des Ordres puis d'une tonne de films importants au Québec, qui a fait aussi la direction photo de Mon oncle Antoine, puis de Le temps d'une chasse de Francis Mankiewicz, puis de plein d'autres films. Mais en tant que réalisateur lui-même, est un pionnier au Québec. Puis je trouve que son travail est extraordinaire au niveau de la photo, parce que ça, au niveau des cadrages et tout ça, mais il est juste très bon pour nous montrer ce petit village-là, tout le côté. Ça aurait pu être beau, il aurait pu nous montrer des beaux paysages, tout ça. Non, il reste tout le temps dans le sombre, puis dans le poisseux puis tout ça. Là. Ouais, ben, je trouve que ça rajoute à l'authenticité du film, parce que, tu sais, on n'essaye pas de te montrer une image romantique des Laurentides de l'automne. Non, c'est ça. C'est juste une image au début quand on voit le village, puis on s'approche un peu avec la caméra, mais c'est tout. C'est la seule place qu'on voit vraiment un paysage, une forêt, quelque chose de genre. Puis après ça, tout le temps, on reste près du monde. Puis dans des places un peu sales, puis dans le village. Puis il y a de la boîte, puis des traîneries dans le cours, puis c'est ça. J'aime beaucoup ce premier plan-là, que tu vois de loin le petit village, puis juste la forêt alentour. C'est une manière de dire qu'on s'en vient pour pénétrer dans cet univers-là, puis après ça, on n'en ressort jamais. T'sais, c'est le seul moment qu'on peut dire en tant que tel que le paysage est quand même beau. T'sais, le premier plan, que tu vois toute la forêt, puis tout ça, j'étais comme, c'est vraiment un beau plan, puis ensuite, ça change complètement pour le restant du film. Ça montre aussi l'isolement de ces personnages-là, qui sont loin de la grande ville, puis sont un petit village. On voit tout le temps le même coin de rue, on voit tout le temps le même hôtel, le même restaurant, le même bar. Il y a un hôtel, il y a un magasin, puis il y a une église. C'est ça. Fait que, selon vous, ça vaut-tu son statut de classique du cinéma québécois? Ben, moi, définitivement. Pour ma première fois, je trouve que c'est un film qui en dit beaucoup, que j'ai eu beaucoup de plaisir et de difficulté à voir aussi en même temps. Comme je dis, il y a des moments que j'ai trouvé difficiles, mais juste en discuter avec vous, ça m'a montré à quel point, justement, que le scénario, l'écriture, mais la direction des acteurs, qui est irréprochable là-dedans, mais que les personnages sont vraiment complexes, puis il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à analyser, puis à essayer de comprendre de cet univers-là et de ces personnages-là. Puis ça m'a juste motivé à vouloir le revoir assez rapidement. Oui. Puis j'ai envie de me procurer un Blu-ray ou un DVD s'il y en a un, honnêtement. Mais le travail de restauration du projet Éléphant, ce qu'ils ont fait comme travail, c'est super beau. Oui. Clean à mort, là, vraiment... Oui. Toi, ça reste un classique pour toi? Oui. Je suis vraiment contente d'avoir pu le revoir, puis d'avoir pu en discuter avec vous. Puis juste en y réfléchissant, encore une fois, moi, ça me montre, ça me permet de constater qu'il y a beaucoup de niveaux d'analyse qu'on peut avoir avec les bons débarras, puis plusieurs manières de l'apprécier. Puis, franchement, aux auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, garochez-vous. Oui. Comme tu disais, c'est sur iTunes, c'est 2,99 pour la version HD. C'est rien, c'est des peanuts, 3 piastres. Là. Ah oui. Le film en vaut vraiment, vraiment la peine. Moi aussi, je le recommande à fond. Là. C'est un classique que je découvre puis que je vais avoir envie de revoir aussi à un moment donné, même si c'est par moments déprimant, puis mais il y a pas de moment inutile dans ce film-là, il y a pas de moment plate. C'est l'ambiance qui est un peu déprimante, tout ça, qui comme je disais, c'est crade puis malaisant, mais ça reste que c'est fascinant. Ça a une utilité, tu sais. J'imagine
qu'il y en a qui pourraient croire sur le coup qu'à force de voir la routine de Guy, ça peut devenir redondant parce que c'est tout le temps comme il retourne boire, il se fait récupérer en train de vomir puis à dormir, mais c'est pour qu'on comprenne vraiment le mode de vie de ce personnage-là. Puis autant au départ, justement, je me disais ah ouais, mais je commence à saisir ce personnage-là comme j'ai plus besoin de voir ses habitudes d'aller acheter de la bière puis de saouler, mais plus ça avançait, plus je me disais non, finalement, ça a son utilité puis ça a une raison, puis c'est comme ça pour tous les personnages, à part peut-être encore le policier comme on disait tout à l'heure, mais tous les personnages, on suit tout un peu leur mode de vie puis ils sont pas vraiment laissés de côté, puis on prend la peine justement de bien les connaître puis de bien voir leurs habitudes, puis honnêtement, j'ai rien à dire non plus là-dessus. Je trouve pas qu'il y ait une scène qui soit inutile puis que j'enlèverais. Là. Honnêtement, le 1h53 vaut son temps. Ah, je suis totalement d'accord. Fait que moi, j'irais en musique, puis je n'ai parlé à Caroline tantôt de la chanson. Je vais dans une direction auquel personne ne s'attend, là, parce que c'est pas une chanson tirée du film, c'est pas une chanson qui a rapport avec le film, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Le personnage de Germain Hood m'a fait penser à cette chanson-là. Comme je disais à Caroline, c'est une bombe à retardement, ce gars-là. Fait que j'irai avec Time Bomb de Rancid. Puis, de Rancid? Ouais. OK. Wow. Ça me surprend, mais c'est cool, c'est cool. Ah, au bras de fer, on vit toujours dans les contrastes. Oui, oui. Puis on revient tout de suite avec notre opinion sur Cœur de maman. Cœur de maman! Silence. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying, and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black coat, white shoes, red hair, Cadillac, yeah. Alors, on est de retour avec le segment sur Cœur de maman. Cœur de maman qui raconte l'histoire d'une veuve, Madame Maggie Paradis, qui est mère de plusieurs enfants, mais qui a pas nécessairement une relation super positive avec tous ses enfants. C'est pas tous des bons fils et des bonnes filles. Puis, suite au décès de son mari, elle se retrouve de mésaventure financière en mésaventure financière et elle est forcée d'aller habiter chez son fils et sa belle-fille, qui sont un couple dur et avare, en particulier la belle-fille. Mais l'action est vraiment centrée sur le personnage de Maggie Paradis, qui est présenté comme le modèle de la mère traditionnelle qui aime, qui pardonne, qui tolère, qui comprend, qui souffre en silence, etc. Donc, je n'en dirai pas plus sur les détails de l'intrigue et on écoute un extrait. Allons, cessez de pleurer, Madame Paradis. Ça change rien. Et ça vous épuise. Et puis, 2 ans, c'est vite passé. 2 ans. À mon âge, ça compte. Non, c'est pas ça. Le fait, c'est que Jacques a été condamné à la prison qui me tue. Car moi, Madame Gauthier, je sais qu'il est innocent de ce vol. Et moi aussi. Mais pourquoi il se défendait pas? Il était là comme un morceau de bois. Son avocat avait beau faire, lui, il ne le met pas. Il avait pourtant pas tant de preuves que ça contre lui. À part ce bijou qu'il avait dans les mains, bien sûr. Ah, certain que s'il pouvait parler. Vous avez besoin de quelque chose ce soir, Madame Paradis? Non, vous avez déjà été bien bonne de vous déranger pour venir avec moi là-bas. Oh, c'est rien, ça, voyons. Seulement, je voulais tout de même vous demander... Quoi donc? Vous ne savez pas où je pourrais avoir de l'ouvrage? De l'ouvrage? Bonne Sainte-Anne! À votre âge, Madame Paradis? Écoutez, voilà les beaux jours qui s'en viennent, mes rhumatismes vont partir, et puis il faut que je travaille si je veux garder la maison pour le retour de Jacques. Et le loyer est cher, puis si je ne gagne pas assez, il faudra que je vende un meuble ou 2 pour attendre. Ben si ça arrive, on pourra toujours s'entendre. Oui. Et pour de l'ouvrage, allez donc voir Madame Bouchard. Si vous étiez venue 2 jours plus tôt, Madame Paradis, ça m'aurait fait plaisir de vous rendre service. Mais j'ai quelqu'un à présent. Allez donc voir Madame Trudeau. Ça me fait de la peine, Madame Paradis. 2 ou 3 jours plus tôt, ça pouvait faire. La place est prise. Allez donc voir Monsieur le curé.
Ah, Cœur de maman. Cœur de maman. Cœur de maman. Cœur de maman. Alors, on l'a pas dit, c'est un film des années 50, film de 53. René Delacroix, le réalisateur, c'est lui qui avait fait aussi Le Rossignol et les cloches, que moi j'ai déjà vu. Puis il a fait, si je me trompe pas, c'est lui qui a fait Aurore l'enfant martyr. Je vais juste revérifier. Non, il a fait Ticoc, en fait. Ticoc aussi de l'adaptation de pièces de Gratien Gélina. C'est des films que j'avais déjà vus. J'avais jamais vu Cœur de maman. Quand j'ai vu l'annonce, comme j'ai dit tantôt à Steven, quand on a regardé la bande-annonce sur le site d'Éléphant, on a fait « Oh my God! L'orgue! L'orgue! » Ça fait... Tu sais, un de mes pires films... Ben, tu sais, je vais recommencer ça. Un des films, pas un de mes pires films, mais un film qui a une trame sonore d'orgue les plus incroyables, les plus... minable, je pense, de l'histoire du cinéma, c'est Aurore l'enfant martyr, le film des années 50. C'est tellement appuyé, c'en est dégueulasse, là. Mais j'aime bien quand même Aurore, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, pour ce que c'est, là, tu sais. Mais là, c'était la deuxième fois que je voyais un film, surtout c'est la même époque, le même auteur, je crois, je vérifierai ça tantôt. Mais c'est ça, tu sais, c'est la même époque, puis tout, la même compagnie de distribution, je crois, puis le même style, fait que tout de suite j'étais comme ok, ça va être comme Aurore, ça va être mélodramatique, ça va être dégueulasse là. Puis on se rend compte que c'est un film qui a fait beaucoup jaser du monde à l'époque, qui a été quand même assez populaire, je pense, au box-office, tout ça, mais qui est tombé dans l'oubli au fil des ans. Fait que j'étais curieux de le voir. En gros, petite genèse rapidement du film là. Tout ça, ça remonte, en fait, l'histoire de ce film-là, ça remonte à un vieux poème écrit en 1876 dans ce coin-là, un poème british ou américain, je suis pas sûr, qui s'appelait « Over the Hill to the Poor House ». Puis le poème, ben, ça se lit un peu comme les paroles d'une chanson, c'est l'histoire d'une vieille madame de 70 ans à peu près, qui a plein d'enfants, puis qu'il y en a un qui est gentil, puis les autres sont tous méchants, gna 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 gna. Puis l'histoire de ce poème-là, ça a été adapté en film, je pense 3 fois, dans l'époque du cinéma muet, genre en 1905, 1920, puis 1930. La version de 1930, je pense qu'elle était parlante. La version de 1920, c'est la version que Henri Daiglin, le Québécois, a vue. C'est lui qui a écrit le scénario, éventuellement, de Cœur de maman. Fait qu'en 1920, il a dû voir ce film-là. En 1926 ou 27, il a écrit la pièce qui s'appelait La mère abandonnée. C'est une adaptation. Puis... il en a fait un radio-roman, en fait, un truc qui passait à la radio, puis les gens, le public entendait les personnages, tout ça, ils se sont familiarisés avec ces personnages-là. Puis au début des années 50, il a écrit la pièce de théâtre, La mère abandonnée... Ah non, j'avais dit qu'il l'avait déjà écrit. Il a écrit le scénario, puis c'est ça s'est transformé en Cœur de maman éventuellement, puis c'est devenu un film. Fait que c'est à peu près ça l'histoire, là. Vous pouvez revérifier là, en ligne, il y a plein de sources, là, mais c'est à peu près ça. Mais tout ça pour dire que c'est une histoire qui était déjà très connue à l'époque, puis que les gens connaissaient sous forme de poèmes, de pièces de théâtre, de films muets, de radio-romans. Donc, c'était un scénario vu, revu, remâché ad nauseam. Donc, le thème de la maman abandonnée, ça avait l'air d'être un peu populaire quand même. Je essaierai de le retrouver tantôt. En tout cas, j'avais une affaire tirée de la presse qui parlait de ça, justement, du fait que c'était de la radio, puis les gens... Anyway. Moi, je vais commencer par dire, gars, j'ai écouté les 2 films dans la même soirée, autrement dit, aujourd'hui, par manque de temps et parce que j'ai eu des problèmes techniques, fait que ça m'a retardé pour écouter les films. J'ai écouté en premier Les Bons Débarras, fait que je suis avec Les Bons Débarras, casting de malade, super direction, des personnages complexes, c'est super bien fait. Ensuite, j'embarque sur Cœur de maman, un film de la même durée, et je tiens à le préciser, à 1h53. JF, je sais que je l'ai déjà dit, mais je pense que je vais le redire. À chaque fois, je pense que tu m'as fait écouter le pire film. Tu pourras te faire des films dans le nanan navet. Tu finis par en avoir un nouveau. J'ai haï ça pour mourir. C'était interminable. C'était mal joué. La musique, comme tu dis, je pense, l'orgue est venu me violer les oreilles, littéralement. C'est
pourri, puis j'étais tout seul. C'est vraiment plate, j'étais tout seul, fait que à plusieurs reprises par moment, je m'amusais à te faire des petites vidéos à toi. J'en ai fait aussi à Sébastien. Ces moments-là, j'avais du fun, puis je riais de la scène. J'étais comme, OK, non, c'est vraiment drôle. Être avec vous autres, j'aurais probablement eu du fun. Tout seul, ici, oh my God! Non, 1h53, c'était comme 4 heures. Là. Je comprends que ça soit une histoire populaire. J'imagine qu'adapté autrement, puis surtout venant de cette époque-là, ça peut être très intéressant. Ça peut bien représenter justement les mères de ces années-là. Mais ce film-là, il le fait tellement de manière poche parce que c'est juste mal exécuté. Ouais. T'as plein d'erreurs partout. Juste la mère, le rôle important du film, elle surjoue dans le mélodramatique comme ça se peut pas. Ouais, elle fait juste une chose, elle fait juste genre la même face tout le temps. T'sais. La même face. À chaque fois qu'elle est pas certaine qu'elle doit arrêter de pleurer, de quoi elle regarde le caméraman, le réalisateur, comme elle check vraiment, là, tu vois qu'elle le regarde, puis après elle continue, puis elle est tout le temps en train de pleurer, puis elle s'apitoyer sur son sort. À un moment donné, elle est rendue servante de l'un de ses fils qui va l'exploiter à mort avec sa conjointe avec un accent irritant vraiment raté, là. Je veux prendre mon thé. Vraiment, là, aristocrate au bout. On dirait les anglophones dans Astérix. Ouais, vraiment, là. Oui, Paddington quand t'es jeune. Puis, tout est là pour qu'on ait pitié de la mère. Elle arrive avec le thé, là. Puis là, t'as l'orgue qui embarque. Puis là, elle amène le thé. Là, la tasse, elle tombe. Là, elle est comme, oh non, désolé. Puis là, c'est comme, ben, vous devriez vous penser ramasser la tasse, là. Elle est comme, oh, mon dos, mes hanches, je suis plus capable. C'est vraiment pour qu'on soit comme en train de se dire, pauvre vieille madame. Puis c'est ça tout, le film. C'est genre vraiment... Le réalisateur veut vraiment te faire pleurer. Il y a une scène que je t'ai montrée, Jean-François, là, que là, après que le mari de la mère, si je me trompe pas, fait un ACV, OK, dans le lit. Là, elle rentre dans la pièce, elle commence à pleurer, son fils qui est là aussi. Puis là, Jacques, se fait amener. Fait que là, la mère se retourne, elle part pleurer, elle va dans les bras de sa belle-fille. Puis là, la musique en bas, puis elle est comme, mon Dieu! Puis là, la musique en même temps. Puis là, tu vois le chien derrière la porte, avec la musique de l'autre qui aboie, puis qui gratte dans la porte. Puis même avec le chien, il tente de nous faire une scène dramatique comme si le chien était triste de toute cette histoire-là. Puis j'étais comme, oh! Mais t'as raison, parce que c'est un film qu'il faut voir au moins 2 personnes. Nous autres, on était ensemble, puis on se fait des commentaires tout le long. On faisait sur pause, on riait, puis on avait du fun. Ah, j'imagine. Du fun entre guillemets, là, on s'entend. Oui. C'est un cas de Mystery Science Theater. Oui. C'est plus drôle quand tu peux commenter avec quelqu'un puis blaguer pendant le film, parce que non, Sylvain, je t'ai appelé Sylvain. Steven, je compatis, il a fallu que tu traverses le visionnement de Cœur de maman seul. Il devrait y avoir des espèces de badges de méguide du droit de faire des films. Tu sais, t'as réussi à écouter Cœur de maman tout seul. T'es comme un scout. On fait des macarons, on fait des badges. C'est ça que j'ai dit à Sébastien Bouchard, notre collègue. J'ai dit, hey, JF, là, il a même pas écouté Thirst au complet parce qu'apparemment qu'il s'emmerdait. Puis moi, je suis là à me taper 1h53 de Cœur de maman. Je suis fucking courageux, sérieux. Je tiens mon bout, là. On va faire des médailles. On va faire des Olympiques du bras de fer. Mais non, c'est quelque chose. Puis l'orgue, le problème avec l'orgue, bon, premièrement, c'est de la musique épouvantable. Vous voyez pas face à Steven en ce moment. Ça vaut 100$. Mais... c'est parce que c'est toujours la même atmosphère pendant tout le film. Tout est toujours dramatique égal. Oui. Ta-ta! Mais ça, c'est Madame, je vois ça sur Wikipédia, là, Germaine Janel. Fait que Madame Janel, si vous êtes encore en vie, on est désolé, mais on n'aime pas votre musique. On n'aime pas votre soundtrack, mais je pense pas qu'elle doit être encore en vie. Enfin, c'est... Mais l'actrice qui fait Marie Paradis, c'est Jeanne Demont, ou Démon. C'est dégueulasse comme jeu. C'est affreux. Puis apparemment, c'est une grande actrice qui venait de la France et tout ça, puis une grande actrice de l'époque sur les planches, au théâtre et tout ça, puis... mais c'est affreux. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est après avoir vu le film, là, j'ai commencé à lire là-dessus, puis toute la semaine, parce qu'on l'a écouté lundi, là, on est vendredi soir en ce moment, toute la semaine, j'ai lu sur le cinéma québécois, sur ses origines. Le film m'a apporté ailleurs, fait que je remercie le film de ça parce qu'il m'a amené à connaître beaucoup de choses sur Henri Daiglin, son auteur, René Delacroix, son réalisateur, puis surtout J.A. de Sèvres,
la fameuse salle où ils présentent des films à Fantasia, la salle J.A. de Sèvres, ben là, je sais un peu c'est qui Joseph Armand de Sèvres, tu sais, c'est lui qui était producteur de ce film-là, c'est un pionnier du cinéma québécois, mais pas nécessairement dans le bon sens, parce que lui, ce qu'il essayait de faire, c'est de faire en sorte que Montréal devienne un Hollywood catholique. Il voulait faire des films qui prônaient les bons sentiments catholiques, les bonnes valeurs catholiques. Puis on le voit tout le long du film parce que le prêtre a une énorme place. En fait, non, c'est le docteur. Mais le docteur puis le Monseigneur. Le Monseigneur. Monseigneur, parce que vous pouvez pas oublier Monseigneur qui se fait nommer Monseigneur 58 fois dans la même scène. C'est vrai, t'as raison. Mais le docteur prône quand même ces valeurs-là. Puis tu sais, quand il se promène d'une place à l'autre, puis qu'il va voir les enfants, puis tout, puis qu'à un moment donné, il va dire à une des filles de la mère, il va dire « Ah, t'es enceinte, toi, là? OK, ben c'est parfait, ça, t'es enceinte d'un deuxième. Ah, bravo, félicitations. J'espère que cette fois-là, ta mère, elle va pouvoir voir ton enfant, là, un petit peu plus que une fois ou 4 ans, ou quelque chose comme ça, tu sais. C'est tout le temps de faire sentir les enfants comme des méchants, puis parce qu'ils respectent pas leur maman, puis tout ça. Puis la mère, c'est elle qui s'est dévouée toute sa vie. Puis, tu sais, après ça, elle vit dans sa maison, elle met pas de chauffage, elle mange plus. Puis là, oh non, je suis correct. Tu sais, à mon âge, on a plus faim. Puis à mon âge, ben, c'est pas grave si j'ai froid, là, tu sais, puis je me cache, puis c'est correct. Puis c'est tout le temps la victime, puis... Je m'en vais comme une incomprise. Elle fait du chantage émotif et tout ça, puis c'est malade mental. Puis je peux... petite parenthèse, puis je vais m'arrêter là, mais ça existe encore. Ça existe encore en 2016. J'en dirai pas plus. Mais ça existe encore, ce genre d'attitude-là. J'y crois. C'est le genre de truc qu'on peut retrouver encore. C'est dans la nature humaine, il y a des victimes, il y a des gens qui aiment jouer les victimes. Puis cette femme-là, Marie Paradis, ce personnage-là, en est une, qui veut trop d'amour de ses enfants tout le temps. Puis, mes enfants sont pas là. T'en as 2 qui sont là sur 4, genre, mais il manque la moitié, j'ai pas toute ma famille. Ben oui, mais profite donc de ce que t'as, tu sais. Mais vas-y, les voir. Ben vas-y. Ben ouais. Je veux dire, c'est quoi, es-tu vissé à Québec puis pas capable d'aller à Montréal? Ah, c'est loin. À cette époque-là, c'est loin. Il y a un de ses enfants qui est venu la visiter, puis il vient pour s'en aller, puis le gros drame, là, c'est que tu t'en vas sans embrasser ta mère. Puis c'est... OK, c'est tout le temps, comme tu disais, tout le temps en train de jouer la victime, surtout, même avec son chien. À un moment donné, là, on passe quasiment 10 minutes avec elle puis son chien, puis elle fait juste parler à son chien, puis elle joue la victime avec son chien, puis c'est comme « Je pourrai plus te nourrir, tu vas devoir aller dans une autre maison. » Fait que, viens, on va revisiter la chambre une dernière fois. C'est ici qu'on vivait. Puis je suis comme « Oh my God, s'il vous plaît, donnez-moi une corde, je veux me pendre. » Même le chien s'en sort pas, pauvre bête. Mais pour revenir sur ce que Jean-François disait sur l'espèce de motivation de J.A. de Sèvres, c'est que, oui, il dit qu'il veut faire un Hollywood catholique. Je pense qu'il faut insister et souligner catholique au crayon gras rouge. Ouais. C'est surtout une œuvre morale avant d'être une œuvre du 7e art. Et, s'il vous plaît, guillemets et ironie quand je dis œuvre du 7e art. Parce que c'est ça, c'est un film qui présente des archétypes. Je pense que Steven, tu le mentionnais au début, les personnages sont en carton. Ils ont tous juste une facette. T'as une mère qui s'est dévouée puis qui est maintenant victime puis qui fait maintenant pitié. Des enfants égoïstes et sans cœur. Un bon fils qui est l'espèce de fils prodigue de la Bible. Là. Celui-là que t'as l'impression qu'il a raté sa vie puis qui revient à la dernière minute puis qui va sauver tout le monde. T'as la femme qui est avare, t'as la femme qui est superficielle, là, son autre but qui est à Québec puis qui veut juste aller chez la coiffeuse puis aller danser. C'est ses 2 seuls objectifs dans la vie. Oui. T'as le bon docteur qui n'a pas d'autre qualité que d'être le bon docteur. On se demande même quand est-ce qu'il soigne du monde. Parce qu'il a l'air d'être tout le temps en train de s'occuper de Madame Paradis puis de sa petite nièce. Ça fait que c'est ça. Tu sais, t'as toutes des gens qui sont unidimensionnels puis qui sont là juste pour donner un exemple de conduite morale, bonne ou mauvaise. Puis c'est pas mal tout ce qu'ils font. Fait qu'au plan des leçons de morale que les gens sont supposés tirer du film, c'est qu'une bonne maman, selon le film, c'est une maman qui pardonne tout à ses enfants, qui s'oublie, qui se dévoue, mais qui en même temps
est comme une espèce de sainte. Là, parce que c'est ça, comme tu dis, toutes les autres femmes dans le film, c'est des méchantes. Là. Ou il y a juste sa nouvelle bru, là, la jeune Suzy là, qui est amoureuse du fils prodigue. Elle est gentille, elle s'occupe de sa belle-mère. Ben, c'est ça. Et c'est comme la version jeune de Maggie Paradis. Elle n'est pas encore mariée, mais on s'imagine qu'elle va devenir une maman comme ça. C'est ça. Fait que t'as cet aspect-là. Moi, il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant dans la critique morale, c'est que c'est un film qui critique ce que les gens appelaient des rongeux de baluste ou des grenouilles de bénitier. C'est que la famille la plus méchante, c'est des gens qui vendent des objets religieux. C'est ça leur boutique, ils vendent des chapelets, puis des statues, puis tout. Le fils Jacques puis sa femme Céleste. Là. Ouais, puis ils reçoivent le Monseigneur avec... Ils se mettent quasiment à genoux devant lui. Là, je veux dire, ils sont obséquieux, ils sont ostentatoires dans leur piété, mais au fond, ils n'ont pas des bonnes valeurs. Ils sont avares, sont sans cœur, sont frettes, ils exploitent la mer. Puis ça, c'était une espèce de dénonciation, comme de la fausse foi, qui était bien populaire au Québec au milieu du 20e siècle. C'était comme de dire que tu peux vivre ta foi d'une certaine manière, mais comme fais-en pas trop non plus. Arrête de flasher. Puis c'est dans tes actes réels envers ton prochain qu'on va vraiment reconnaître si t'es un vrai chrétien ou non. Fait que c'est peut-être, dans le fond, une leçon de morale qui est un petit peu plus intéressante que la maman victime puis ses enfants bourreaux, là. Quand ils reçoivent la mère, ils donnent la mauvaise chambre parce qu'ils gardent la bonne chambre pour le Monseigneur. Pour le Monseigneur. Pour les meilleurs invités, tu sais. Ah, ils sont épouvantables. On pourra peut-être rajouter une coupe d'affaires dans la chambre éventuellement, mais pour l'instant, ça va être ça. Là. Mais le personnage de Céleste, la femme avare, il y en est comique dans son avagisme, là. Oui. Tout est une occasion de parler de comment est-ce qu'il faut économiser ou qu'il faut pas trop dépenser ou qu'on va peut-être se faire avoir. C'est comme... Elle n'en laisse jamais passer une, là. Non, c'est vrai. Elle est tout le temps là-dessus, là. Et que c'est ça, c'est comme un gros paquet de caricatures qui se rencontrent et qui se réunissent pour montrer au monde comment être des bons catholiques. Déjà, moi, dans mes recherches, ce qui m'a intéressé, c'est que déjà en 53-54, le film était déjà critiqué. T'sais, il a été populaire auprès du public, mais la critique l'a pas aimé. Puis les gens étaient quand même pas cons. Il y a un gars dans c'est quelle revue? C'est l'Action nationale. Le journal de l'Action nationale en 54. Qui était un journal catholique, d'ailleurs. Un réalisateur qui s'appelait Claude Sylvestre, qui a écrit une couple de chroniques pendant quelques années dans ce journal-là. Puis j'en ai trouvé une de novembre 54 où il dit, puis il parle du cinéma canadien, qu'il devrait trouver des auteurs comme Norman McLaren au Canada anglais pour devenir plus international, plus s'ouvrir au monde et tout ça. Il dit... Mais nous attendons encore notre production de l'entreprise privée qui nous réjouira le cœur et l'esprit. Jusqu'à ce jour, faire un film fut une entreprise financière chez nous et rarement un moyen d'expression pour des gens qui avaient quelque chose à dire. On ne choisit pas des sujets comme Cœur de maman ou Aurore avec le but d'exprimer une richesse inhérente à une communauté. On veut tout simplement rejoindre le public rapidement, sans effort, et on le conditionne dans la facilité et la vulgarité. Puis c'est ça, j'ai trouvé une couple de chroniques de lui où c'est ça, il écorche tout le temps Cœur de maman. Puis j'ai trouvé aussi un texte de Denis Arcand en 63 qui écrivait dans Parti pris, la revue, je crois que ça s'appelait, une revue de gauche. Puis lui aussi, il écorchait Cœur de maman, puis Ticoc, puis Aurore l'enfant martyr, tout ça. Ces films mélodramatiques-là des années 50. Puis il disait, faudrait trouver quelque chose d'autre là, comme cinéma canadien, cinéma québécois pour nous représenter. Puis c'est le fun qu'il écrivait ça, quelques années avant que les Belles-Sœurs arrivent, que Michel Tremblay vienne révolutionner tout au Québec, avec son théâtre, puis qu'éventuellement le cinéma allait suivre, là, avec des Mon oncle Antoine, puis des trucs comme ça. T'sais. Puis bon, je pense que Denis Arcand aussi, dans ses premiers films, visait à faire un cinéma plus personnel, puis plus moderne. Oh oui, c'est ça. Qui explorait des questions pas mal plus... subtil puis nuancé que la bonne morale catholique. Oui. une affaire que je veux pas oublier, que j'avais sorti aussi, j'ai fait des recherches sur le site de la BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales au Québec. C'est ça, nationale? Bibliothèque et Archives nationales du Québec, oui. Du Québec. Sur le site, on peut faire plein de recherches, puis j'ai trouvé dans la presse de 1976, une description du film qui passait à la TV. Le Cœur de maman passait à la TV, puis il y a toute une petite description, là, un petit résumé du film, puis il m'a tellement fait rire parce que le résumé focus sur les hommes et non pas sur les femmes. Puis on sait bien qu'en ayant vu le film, c'est les femmes les plus importantes. T'sais. Mais le film raconte
Le jour anniversaire de sa femme, un homme se fait le complice d'un vol et meurt d'une crise cardiaque. Pour ne pas entacher la réputation du défunt, son fils se laisse accuser et est condamné à 2 ans de prison. Ça, c'est le résumé du film. La mère est même pas mentionnée, tu sais. Le jour anniversaire de sa femme. C'est la seule phrase qui parle de la femme. Il y a pas de maman, il y a pas de méchante vue. C'est pas important, ça. Non, c'est juste les hommes. Puis comme tu disais, Caroline, que les mères doivent tout pardonner, toutes ces choses-là. T'sais, tout le long du film, son deuxième fils, celui qui est vraiment comme méchant, qui va l'exploiter à fond, t'sais, tout ce qu'il fait est vraiment dégueulasse, on s'entend. C'est un cave. C'est pas digne d'un fils, au point qu'en dernier, il va carrément la mettre dans un asile. Puis le film réussit pareil à se terminer sur le pire happy ending que j'ai pu voir depuis longtemps. Avec le chien! Avec le chien qui revient en plus par miracle. Ils ont racheté tous les meubles, tout est revenu. Tous les meubles, puis son fils, c'est comme si rien s'était passé. Puis je suis tellement heureuse que tu sois avec moi. Puis là, il y a déjà une autre femme avec l'enfant à lui aussi. Je crois qu'il y a eu un enfant, je suis pas sûr. Ça se peut, c'est vraiment pas clair, mais vraiment, c'est comme, tout le monde est là, tout est parfait, rien de mal est arrivé, puis j'étais comme, ok, non, c'est comme... C'est ça, c'est son souhait du début du film, d'avoir tous ses enfants autour de la table, c'est résolu. C'était tout ça pour ça, là. 2-3 ans de marde, là, tu sais, juste pour ça, pour... Ça sort d'où, le vol? Ah, mais c'est... Ça sort de quoi, ça? C'est dans pas le pièce de théâtre, ça devait être mieux expliqué par écrit, j'imagine, je sais pas, c'était... Puis comment, là, le gars, pour pas entacher la réputation de son père, qui est décédé d'ailleurs, va aller en prison pendant 2 ans. Le bon fils va aller... Hey, dévotion filiale, t'as peu, là. Mané, là. C'est vraiment... Ça charrie pas à peu près. Ouais, vraiment. Mais dernière... je veux pas trop me... En fait, je vais inviter le monde à aller lire des affaires parce que c'est ceux qui s'intéressent à ça, mais Toi, dans le fond, c'est pas le film qui t'intéresse, c'est toute ta recherche. Oui, mais le contexte est... Le contexte est... Ouais, mais c'est ça la qualité. J'ai trouvé un article dans Le Devoir de 2013, du 30 juillet 2013. Allez chercher le titre « Un cœur de maman qui bat de nouveau », parce qu'il parlait de la restauration par éléphant du film. Puis ça raconte, à la fin de l'article, il y a tout un passage sur l'actrice Rosanna Seaborn, celle qui fait la méchante Céleste, l'anglophone. Puis son parcours, elle, est vraiment, vraiment intéressant. C'est une actrice, tu sais, qui était née aux États-Unis, je pense. Puis elle venait d'un milieu très aisé. Puis c'est elle qui a été coproductrice du film. C'est elle qui s'est donné le mauvais rôle, tu sais. Puis elle a fait ça dans quelques films aussi. Elle a coproduit d'autres films. Puis c'était une femme qui s'intéressait beaucoup à l'histoire. Elle avait dans la tête de faire un film sur la rébellion de 1837, tout ça. Puis ça s'est pas produit. Mais tu sais, c'est une femme vraiment, vraiment le fun de suivre son histoire, tout ça. Puis toute l'histoire du film, comment est-ce qu'il a été restauré, retrouvé, tout ça. Dans cet article-là, il en parle beaucoup. C'est un article vraiment intéressant. Fait que Le Devoir, un cœur de maman qui bat de nouveau, allez chercher ça sur Google, ça vaut vraiment la peine. C'est ça. Non, moi, le film en tant que tel, c'est ça, comme tu dis, on dirait que ça dure 4 heures. Nous autres, on faisait souvent sur pause, puis on l'écoutait, puis on riait, mais tu sais, c'est pas un film que je recommanderais au monde. Là, tu sais, c'est drôle pour les performances qui sont vraiment over the top. Tu sais, justement, celle-là, Rosanna Seaborn, la femme, dans la vraie vie, a l'air fascinante, mais l'actrice, je la trouve pas super bonne. Puis il y a des fois, elle parle à quelqu'un, un personnage, là, tu sais, puis là, elle va se virer vers la caméra, puis elle va finir sa phrase. Mais moi, à chaque fois, j'étais comme, mais pourquoi tu me regardes, moi? Tu sais, non, regarde ton interlocutrice. Des fois, elle parle avec la poune, elle parle avec Rose Ouellet, qui a un petit rôle dans le film, qui revient de temps en temps. C'est une madame qui achète des statues de Jésus, ou je sais pas trop quoi, tu sais, puis elle y parle, puis elle se revient vers la caméra, puis elle nous fixe, puis c'est quasiment épeurant. C'est comme, mais pourquoi tu me regardes? Puis il y a des moments de direction très maladroite. Tu parles de Madame Rose Ouellet qu'on voit dans 2 scènes, puis il y a une des 2 scènes où est-ce qu'elle est quasiment tout le temps de dos. Ah oui. Puis t'es là, puis nous autres, on était là en avant de la télé, puis on criait à la télé, mais oui, mais tourne-toi! On peut te voir la face, t'es peut-être la meilleure actrice du film, tu sais. T'es la poune, t'es la fucking poune, tu sais. Puis on la voit pas. Puis il y a aussi Yvonne Laflamme. Il y a Yvonne Laflamme, Aurore, l'enfant martyr, c'est la petite fille qui chante Cœur de maman! Qui est une chanson de Raymond Lévesque. Oui, qui a écrit Quand les hommes vivront d'amour, tu sais. Comment, Raymond? C'est pas sa meilleure Tu me déçois. Cœur de maman, c'est pas sa meilleure tonne, je pense. Cœur de maman! À laquelle on a droit, non pas une, mais 2 fois. Cœur de maman, plein de tendresse, nous vous aimons. Cœur de maman,
pour nos faiblesses que de pardon. Vous comprenez bien nos chimères si gentiment. Donc pour nous la fête des mères, c'est pour maman. Que ce soit votre anniversaire, tout simplement. Vous savez si bien être mère à tout moment. Que vous symbolisez sur terre pour vos enfants le vrai cœur de maman. Oh, la jolie chose. Fait que la petite fille qui a les pires cheveux au monde, c'est Yvonne Laflamme, la petite Aurore l'enfant martyr, qui a joué dans 2 mélodrames, genre à 2 ans de différence. C'est une carrière. Tout le temps pogné avec des marâtres. Oui. Mais il faut que tu parles, Jean-François, du truc qu'on n'est pas capable de trouver d'Yvonne Laflamme. Yvonne ça a l'air Laflamme vraiment cool. est encore en vie, puis elle a fait, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, elle a fait un film qui s'appelle Aurore 2, qui est un film indépendant, qui est un genre de faux documentaire. Ce que j'ai trouvé sur Google, c'est que c'est un faux documentaire où ce que Yvonne Laflamme joue son propre rôle dans les... Tu sais, maintenant, elle est rendue à 73 ans, 75 ans, genre. Puis elle décide de monter une comédie musicale sur Aurore l'enfant martyr pour exorciser ses problèmes avec le fait d'avoir joué dans le film puis d'avoir eu une carrière qui en a souffert et tout ça. Fait qu'il y a plein de jeunes là-dedans. Il y a genre Anne-Sophie... comment elle s'appelle? Anne-Marie... voyons, la fille des appendices. Oh, ben Anne-Elisabeth Bossé, je pense qu'il est là-dedans. Ou, Tu me disais qu'il y avait un comédien qui est maintenant dans Like Moi, mais j'avais pas retenu qu'Anne-Elisabeth Bossé était là-dedans, mais en tout cas... Je me trompe peut-être, mais il y a le petit blond dans Like Moi, il y a... en tout cas, il y avait plein de monde dans cette affaire-là, puis je suis pas capable de le trouver nulle part. Puis le site internet aurore2.com n'est plus à jour, parce que c'est une affaire de 2012-2013, puis le site ne marche plus, en fait. En tout cas, appel à tous si vous trouvez des informations sur Aurore 2. Puis moi, avec un titre comme ça, je pense juste à Hamlet 2, puis je me dis, ça a du potentiel. Ah, c'est clair. Si vous avez une Titanic copie 2, de ça... tu sais. Titanic 2, Je pensais que tu me parlais d'un film d'Asylum, là. Non, mais je suis vraiment curieux de le voir, un faux documentaire fait par Yvonne Laflamme. Je suis curieux de voir ça. Tu sais. T'imagines-tu Horreur 2, la vengeance, elle revient de manière démoniaque puis elle fait manger du savon à tout le monde. C'est un gros slasher. Elle ressuscite sa belle-mère. Qui est morte à la fin du film, là, qui a été pendue. Elle la ressuscite avec une planche de Ouija, n'importe quoi, elle la ramène. Puis pour la faire souffrir. Pour la faire souffrir encore plus. Ça serait déjà meilleur que Cœur de maman. Mais Jeanne Demont, qui a joué dans Cœur de maman, l'actrice qui fait la mère, elle a un nom pour jouer dans les films d'horreur, là, Jeanne Demont. C'est dégueulasse comme film. Mais niveau acting, il n'y a pas grand monde qui s'en sort là-dedans. Là. Celui qui fait Joseph, le fils... oui, il est mauvais. Le fils Lopette, là, qui Jacques, est marié avec Jacques. Lavare. C'est Jacques, je pense. Ah, c'est Jacques. Mais en tout cas, ça n'a pas de bon Non, sens. Jacques, c'est le bon, c'est gentil, excusez, c'est Joseph, oui. C'est Joseph, le fils qui vend des chapelets. Mais il joue pas. Ah non. Il est pas là. Ah, si, il est mauvais. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, il aurait pu prendre un porte-manteau ou un mannequin ou utiliser un ballon en peinturant une face dessus, là, je veux dire. C'est épouvantable. Paul Desmarteaux en bon docteur. OK. Ouais, c'était le curé Labelle dans Les Pays d'en haut dans la vieille série, fait que vous le connaissez peut-être. Il fait son rôle correctement. Il fait le bon docteur. Là. C'est ça, mais c'est pas le personnage auquel on est supposé s'attacher puis qui est supposé driver le film. Ça fait que. Je pense qu'on en parle déjà trop des personnages. Il n'y a pas de personnage. Je pense qu'on en parle déjà trop du film tout court. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de personnage du calibre de ceux des bons débarras. Puis, Mais c'est comme c'est l'antithèse des bons débarras. Ah oui. Parce qu'on parlait de la complexité des bons débarras. Le langage. Oui. Oh, le langage à la française, tout le temps. Puis t'en as quelques-uns qui sortent un petit peu leur langage québécois de temps en temps dans Cœur de maman. Il y a comme un gros problème de ton dans le film, là. Ah oui, des fois, ça switch complètement entre le monde qui perle puis le monde qui parle. Tandis que dans les bons débarras, je veux dire, c'est super naturel. Ça coule de source, puis... À un moment donné, t'as le gentil fils, tu sais, qui s'en va péter une coche à son frère puis sa femme, puis là, il est vraiment en beau maudit. Puis à un moment donné, il regarde la femme, puis il est comme... Ah, vous, si vous seriez un homme, là, je vous cognerais au visage. C'est vrai. Puis à un moment donné, il mentionne, puis si seulement vous étiez ma femme, tu sais, comme, okay, si c'était ta femme, c'est correct, tu pourrais écrire ça un coup de poing sur la gueule, c'est ça que ça veut dire. Fait que ça augure bien pour Suzy, ça. Ah oui, c'est comme une bonne correction pour son épouse, ça n'a pas de bon sens. Ta femme, tu peux la frapper. Une femme inconnue, non. Donc, ben non, t'as pas l'autorité maritale
sur elle. Non. Ça m'a offusqué quand j'ai entendu ça. J'étais comme, oh my god. C'était ça, les bonnes valeurs catholiques. Oui, les bonnes valeurs, oui. Ah, fait que, tu sais, tantôt, je disais les bons débarras à 3$ pour la version HD, c'est vraiment pas cher. 3$ pour Cœur de maman, c'est très, très cher. Très cher. Si vous êtes curieux, ben moi, je vous encourage quand même, là, tu sais, c'est drôle, mais c'est pas un bon film. C'est drôle, faut le voir à plusieurs. Faut pas faire comme Steven pour pas le regarder tout seul. En fait, faut pas faire comme Jeff l'a dit. Écoutez pas ça. 1h53, c'est un navet, ce film-là. Il y a des films beaucoup plus fun québécois mauvais à écouter. Allez écouter Les Dangereux avec Stéphane Rousseau. C'est déjà plus le fun, puis la toune Les Dangereux est meilleure que Cœur de maman. Oui. Fait, et voilà. Moi, je veux plus rien savoir de ce film. Moi, je le recommande pas. Sauf que si les gens qui s'intéressent à la culture religieuse québécoise, puis à l'histoire de la morale au Québec, puis qui veulent avoir une idée de comment est-ce qu'on essayait d'inculquer ça, les valeurs catholiques, quel genre d'exemple on utilisait, quel genre d'histoire populaire on exploitait pour essayer de montrer au monde comment est-ce qu'ils devaient se comporter, ben ça, c'est un bon exemple de la lourdeur de la morale au Québec dans les années 50, puis je pense que ça explique en partie pourquoi dans les années 1960, le monde se sont sentis soulagés et libérés. Parce qu'il y avait d'autres choses dans la culture que ça qui permettaient au monde de se divertir autrement puis de réfléchir autrement. Puis je pense que ça montre bien le conservatisme du début des années 50. Puis my God, que ça devait être déprimant d'aller au cinéma. Tu sais. Si ça, c'était le film qui faisait courir les foules. Numéro 1 au box-office. Moi, j'ose pas voir celui que les gens trouvaient décevant. Ben, il était peut-être plus fun aussi. Ah, peut-être que maintenant, on l'aimerait plus. Peut-être qu'on le trouverait plus le fun en 2016. Le monde était tellement catholique puis tellement prisonnier de ces valeurs-là. Mais moi, je dirais, tu sais, c'est ça, c'est pas un bon film, puis je trouve ça drôle, tu sais, que Steven, il l'haïsse, puis ça me fait juste rire, parce que je m'en doutais qu'il irait ça, mais moi, je dirais pour la question historique de la chose. T'sais, pour ceux qui s'intéressent au cinéma québécois, à son histoire, tout ça, je pense que le film s'inscrit dans cette histoire-là, puis ça vaut la peine d'explorer ça un peu plus. Moi, j'ai commencé à lire un truc que j'ai mis sur la page du Bras de Fer, là, un genre de feuillet de la Cinémathèque québécoise, puis qui raconte l'histoire du cinéma parlant français au Québec, puis c'est fascinant cette histoire-là. C'est fascinant, mais pas besoin de voir le cœur de maman pour ça. Je veux dire, allez lire des articles, tous les articles que tu as mis, ça me semble très intéressant. Tout ce que tu as dit par rapport à tes recherches durant l'épisode, c'est super intéressant. Puis je suis même certain qu'il y a d'autres films qui traitent du même sujet, qui sont déjà quand même plus intéressants, même si on n'est vraiment pas d'accord avec le côté catholique, mais je suis sûr que c'est quand même moins désagréable à écouter que Cœur de maman. Ou au pire, aller voir Aurore, puis c'est un meilleur mélodrame, meilleur entre guillemets, là, mais au moins il y a des passes plus hard un peu, avec qui fait manger du savon, puis le faire à passer d'en face, de même. Là. Mais il y a de l'orgue aussi. Hein, mais il y a de l'orgue aussi. Fait que, là-dessus, je pense on a terminé. On n'avait rien d'autre à dire là-dessus, je pense, sur ce film-là, non? Ah non, ça va. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu et d'avoir regardé les deux films. C'était vraiment... Moi, j'ai eu du fun quand même à en parler, puis j'ai eu du fun à découvrir les bons débarras. Tu sais. Oui, une chance. J'étais pas sûr si t'allais survivre à tes visionnages. Le premier, sans problème. Je me doutais que j'allais probablement adorer, mais 5 minutes que j'avais commencé Cœur de maman, puis j'étais comme non. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je suis même pas payé. On va se terminer l'épisode. J'avais pensé à une chanson qui parle justement de maman, c'est Mother, la chanson écrite par Roger Waters pour l'album The Wall, mais la version chantée par Natalie Maines, la chanteuse des Dixie Chicks, son album solo qui portait le même titre, qui portait le titre Mother en 2013. La tune est vraiment bonne, fait que... c'est une super bonne version de la tune. Ouais, fait qu'on va se laisser là-dessus. Merci. Ouais. Non, c'est parce que je pensais t'allais mettre Mother de Enya. J'étais comme non, je vais pas entendre Mother de Enya. Non. C'est pas d'Aïnia dans le Bras de Fer, désolé. Pas d'Aïnia, puis qu'est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre non plus? Pas de Zamfir, le joueur de flûte de pan. Mais, ouais, ok. Puis... C'est quoi cette affaire-là? T'as jamais entendu parler de Zamfir? Ok, faut que t'ailles sur Google.
Zamfir, c'était un gars dans les années 80 qui a fait des albums de flûte de Pan, puis il faisait des reprises de chansons populaires. C'est le genre de chansons, des genres de musique que tu entends dans des restaurants asiatiques tout le temps, là, au de même. Là, tu vas entendre du Elton John ou du Lionel Richie jouer à la flûte de Pan, là, c'est Zamfir. Y a-tu quelqu'un vraiment qui va attendre des covers de flûte de Pan de classique pendant 1 heure sur un album? Mais, ouais. Caroline a trouvé des vidéos, mais je pense que si t'es fait jouer, on les entendra pas parce que les écouteurs sont pluggés. Fait que là-dessus, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit très bientôt pour un time-out ou pour le prochain épisode régulier qu'on n'a aucune idée encore ça va être quoi. Mais ouais, ça va être la vengeance de Steven. Fait que là-dessus, portez-vous bien. Bye bye. 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 Mother, do you think they'll drop the bomb?